Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Aujourd'hui, je vous invite dans le backstage, si je peux le dire comme ça, de mon service d'accompagnement croissance parce que très peu d'entre vous ont le privilège justement d'avoir cette proximité-là avec moi et avec mon service justement. Donc, j'avais vraiment envie de venir vous présenter plus concrètement à quoi ça ressemble les discussions que j'ai en fait avec mes clientes en accompagnement. Donc, j'espère que c'est un épisode qui va vous plaire et juste avant que je plonge dans le vif du sujet avec vous, j'ai une annonce à vous faire, donc prenez votre agenda parce que vous allez avoir un rendez-vous à prendre avec moi. Je vous annonce que le bootcamp Organisation et Mindset de croissance est de retour. Je suis tellement excitée, tellement emballée. Et pourquoi je suis aussi excitée et autant emballée par un événement que j'ai déjà donné par le passé? En fait, tout simplement parce que pour la toute première fois, j'offre cet événement-là gratuitement. Donc, si jamais vous n'êtes pas familière encore avec le bootcamp Organisation et Mindset de croissance, en fait, je vais présenter cet événement-là pour la 3e fois, donc la 3e édition, mais c'était un événement qui était auparavant payant. Et aujourd'hui, j'ai eu envie, en fait aujourd'hui, pour cette saison-ci, devrais-je dire, j'ai eu envie de vous l'offrir complètement gratuitement. Puis c'est vraiment un événement de très, très haute valeur. Honnêtement, on va être ensemble pendant 3 jours. Je vais, avec vous enseigner des thématiques qui sont toutes complémentaires les unes avec les autres pour qu'on puisse aller en profondeur sur une thématique précise qui est vraiment autour de l'organisation et le mindset de croissance. Donc, concrètement, ça va être le 8, 9 et 10 avril prochain. Donc, cliquez sur le lien dans les show notes pour déjà réserver votre place. C'est un événement qui est gratuit. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de participants et de participantes. Donc, réservez votre place parce qu'en fait, les places vont être limitées à 1000 personnes en direct. Donc, j'ai super hâte de vous y retrouver pour découvrir vraiment tous les détails et que vous compreniez clairement qu'est-ce qu'on va parler dans le bootcamp. Je vous invite à cliquer vraiment sur le lien dans les show notes pour découvrir tous les détails. Mais rapidement, en fait, c'est que pour chacune des journées, on va aller explorer un des grands piliers que j'enseigne justement à différents niveaux, notamment dans mon service d'accompagnement, mais on va parler de clarté, de priorité et de planification. Donc, concrètement, la première journée, je vais vous aider à clarifier c'est quoi les tâches et les projets que vous devriez prioriser plutôt que d'arrêter de perdre du temps sur tout le reste. La deuxième journée, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est qu'on va, je vais vous enseigner en fait comment déléguer et ce, même si vous pensez que vous n'avez pas le temps de le faire. Je vais vraiment vous enseigner une technique que moi, j'utilise personnellement qui m'aide à déléguer et qui m'aide aussi, qui peut aussi vous aider à déléguer même si vous n'êtes pas encore rendu là dans votre vie professionnelle. Et enfin, je vais vous enseigner ma méthode de planification mensuelle que j'utilise personnellement depuis plus d'1 an. Ça a été vraiment life-changing pour moi dans ma vie, cette planification mensuelle-là. Donc, je vais vous l'enseigner dans les moindres détails dans la 3e journée. Il y a aussi un groupe Facebook qui vient avec ça. Il y a également les rediffusions que vous allez avoir accès pendant à peu près une semaine. Donc, c'est un événement de très, très, très haute valeur. On reste pas en surface, on va vraiment en profondeur et je vous offre le tout gratuitement. Et si jamais vous avez envie d'agrémenter le tout avec une expérience VIP et avoir un accès direct à moi, ça va aussi être possible et je vais vous en parler un petit peu plus en détail à la fin. Mais maintenant, je nous ramène à notre sujet du jour. Notre sujet du jour qui est vraiment aujourd'hui d'aller explorer c'est quoi les discussions que j'ai avec mes clientes de mon programme d'accompagnement croissance et c'est quoi le genre de questions que je reçois et c'est quoi le genre de sujet que nous abordons. Et je trouvais ça important d'avoir cette conversation-là en fait ouvertement derrière le micro avec vous parce que les questions que mes clientes se posent, le 3/4 des gens se posent aussi ces questions-là la plupart du temps. Donc, j'avais envie ici de venir y répondre publiquement pour que je puisse en fait vous aider peut-être un petit peu plus en profondeur parce qu'on ne se cachera pas, je peux avoir de super beaux échanges par les commentaires sur les médias sociaux, les commentaires sur mes podcasts, à travers les infolettes que je reçois et tout. En fait, les réponses à l'infolette que mon équipe et moi on reçoit. Cependant, c'est pas comme si on avait une conversation face à face. Là. Donc, la profondeur des conseils que je peux donner
donner, par exemple, sur mon podcast ou bien sur les médias sociaux, ça peut être un petit peu limité. Donc, de vous présenter un peu l'envers du décor des coachings de groupe que j'ai avec mes clientes, bien, je pense que c'est une super belle façon pour vous de vous faire découvrir les thématiques qu'on explore. Et je suis convaincue que vous allez ressortir de cet épisode-ci motivé et je suis certaine aussi que vous allez avoir plein de réponses qui vont justement vous pousser à mieux gérer votre temps, à clarifier peut-être votre direction, votre vision et ainsi poursuivre avec tout simplement plus de joie au quotidien et plus de motivation. Une question que j'ai reçue récemment d'une de mes clientes, en fait, c'était quelle tâche devrais-je automatiser? Et je trouvais que c'est une super belle question à aborder publiquement, là, dans le sens à un public un peu plus large, parce que je suis convaincue que chaque personne qui m'écoute présentement, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, professionnel ou que vous soyez peut-être un parent à la maison, peu importe, c'est certain qu'il y a des tâches que vous pouvez automatiser. Et pourquoi on aime ça, les tâches qu'on peut automatiser, en fait, c'est parce que ça nous fait gagner du temps. On est vraiment dans une ère ici où l'intelligence artificielle est très présente, ce qui fait que je vous dirais que la courbe de croissance des automatisations possibles, elle est très élevée. Je pense qu'il faut aussi faire attention avec les automatisations au sens où je trouve ça vraiment génial d'automatiser des tâches, mais en même temps, quand on tombe un peu dans ce pattern-là de l'automatisation, on peut se dire, OK, on peut en fait tomber un peu dans la performance de je veux automatiser le maximum de choses dans le but de combler ce temps-là par encore plus de travail. Puis, tant mieux si ça vous permet d'accomplir plus de choses, mais au final, je pense qu'il faut juste un petit peu faire attention avec ça parce que je pense que c'est un couteau à double tranchant. C'est certain que s'il y a une tâche que vous faites de façon routinière et répétitive à tous les jours qui peut être automatisée, automatisez-la, ça va être l'idéal parce que vous allez gagner du temps nécessairement. Cependant, faites attention aux raisons qui se cachent derrière votre besoin d'automatiser des tâches. D'accord? Donc, si jamais, justement, ça vous parle de peut-être automatiser des choses, je vais vous poser quelques petites questions parce que je répondrai à la grande question « Quelle tâche devrais-je automatiser? » C'est sûr que je répondrai une réponse différente à chaque personne qui me poserait la question parce que vous avez toutes des réalités professionnelles différentes. Et bien entendu, je ne peux pas donner tous les exemples possibles pour tous les métiers du monde parce que cet épisode-ci serait éternel. Donc, des petites questions que vous pouvez vous poser à vous-même dans le but de peut-être aller clarifier quelles sont les choses que vous pourriez rendre automatiques. La première chose, c'est peut-être de vous poser simplement la question à savoir qu'est-ce qui me pèse sur le dos présentement? Parce que parfois, je trouve que c'est une belle première prise de conscience que de voir, OK, c'est quoi le type de tâche qui me pèse sur le dos? Est-ce que c'est de répondre à mes DM? Là, je vais dire n'importe quoi, là, vous allez pouvoir vous identifier selon votre réalité, mais tu sais, est-ce que c'est répondre à mes DM, à mes messages privés sur les médias sociaux? Est-ce que c'est de répondre à mes courriels? Est-ce que c'est d'envoyer mes factures à toutes les semaines à mes clients? Est-ce que c'est peut-être de donner du feedback à mon équipe? Est-ce que c'est de préparer un document que je dois envoyer à mes clients de façon systématique à toutes les semaines? Bref, je suis certaine que juste là, quand j'ai dit qu'est-ce qui vous pèse sur le dos présentement, je suis certaine qu'il y a déjà des petites idées qui vous sont venues en tête. Donc, en fonction des réponses qui vont émerger dans votre esprit, essayez de vous questionner à savoir, OK, si ça me pèse sur le dos, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais rendre automatique éventuellement? Et peut-être que la réponse va être oui, peut-être que la réponse va être non, mais c'est intéressant, même si la réponse c'est non, là, c'est intéressant d'avoir ce questionnement-là parce que peut-être que dans le présent, c'est peut-être pas possible de l'automatiser, mais peut-être que dans le futur, ça va le devenir possible. Ou peut-être qu'il y a une solution, tu sais, maintenant que vous allez l'avoir en tête, peut-être qu'il y a une solution qui va émerger un petit peu plus tard. Alors, gardez ça en tête. Une autre question à se poser aussi pour savoir ce serait quoi les tâches qu'on devrait rendre automatiques, c'est de se poser la question à savoir quelles sont les tâches que je procrastine. Donc, quelles sont les tâches que j'ai l'habitude de remettre à plus tard? Donc, ça, les réponses qui vont émerger justement de cette question-là sont très révélatrices que ça pourrait être des super belles choses à automatiser. Moi, je sais de mon côté, là, avec mon entreprise, au début, moi, c'était d'envoyer les factures. Je veux dire, c'était très important pour moi d'envoyer des factures parce que si je n'envoie pas de factures, je n'ai pas de revenus qui entrent. Et puis, à la base, je faisais ça manuellement, puis je procrastinais, puis pourtant, ça me prenait comme 5 minutes. C'était vraiment pas long, mais c'était lourd. Donc, c'est dans les premières choses que j'ai choisi d'automatiser, c'est l'envoi de factures automatiques. Donc, de votre côté, essayez de voir c'est quoi les choses que vous avez l'habitude de remettre à plus tard. Et puis voilà, peut-être que ça pourrait être quelque chose, si possible, que vous pourriez automatiser. Et si jamais il y a des choses que vous remettez toujours à plus tard et qu'elles ne s'automatisent pas, restez avec moi, il y a une autre belle question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui.
Également, là, je parle beaucoup de, tu sais, je dédie vraiment comme la question à l'automatisation parce que c'est la question qu'on m'a posée venant d'une de mes clientes. Mais souvent, quand il y a quelque chose qu'on peut peut-être pas automatiser, bien souvent, peut-être on peut la déléguer. Et si le sujet de la délégation vous intéresse, ça pourrait être un épisode en soi, mais je vous rappelle que je vais traiter spécifiquement le sujet de la délégation professionnelle dans le cadre du bootcamp Organisation et mindset de croissance. Ça va être à la 2e journée, alors réservez votre place si vous voulez qu'on démystifie ensemble la délégation. Je vous partage une astuce que j'utilise personnellement quand je délègue toutes les choses en fait dans mon travail et vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur là, pour appliquer cette méthode-là. Donc, assurez-vous de réserver votre place au bootcamp. Maintenant, c'est aussi important de se questionner, là, toujours dans l'automatisation, dans notre domaine, en fait, dans votre domaine professionnel, dans votre domaine de vie présentement, c'est quoi qui s'automatise? Parce que parfois, on va vouloir juste dire, OK, je dois rendre mes tâches plus automatiques, je dois arrêter de me pencher jour après jour sur les tâches que je fais de façon répétitive, mais c'est juste bien des fois de se questionner, OK, mes collègues, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles automatisent? Ou comme dans mon domaine précis, dans ma niche professionnelle, qu'est-ce que les gens de façon générale automatisent? Parce que souvent, on va se poser la question, on va tenter de trouver les réponses nous-mêmes, alors que les réponses, il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre qui les ont trouvées. Ensuite, j'aurais envie de vous donner un dernier indice, en fait, pour vous aider dans l'automatisation des tâches et de choisir, en fait, c'est quoi les choses à automatiser. J'aurais envie de vous dire, de vous suggérer d'analyser où va votre temps. Dans le sens où, est-ce qu'il y a des tâches ou des choses qui prennent, à votre avis, beaucoup trop de temps ou bien que vous avez l'impression de faire beaucoup trop souvent, que ce soit dans vos journées, dans vos semaines ou dans vos mois. Et en fonction des réponses que vous allez obtenir, ça, je trouve que ça serait parmi les premières tâches à automatiser. Un outil qui peut vraiment, vraiment vous aider pour justement savoir où va votre temps, parce que je suis consciente que le temps va vite, les semaines passent, on ne les voit pas filer, et puis on se rend compte que finalement, je ne sais pas mon temps est allé où, puis je ne sais pas combien de temps j'ai passé sur mes courriels, puis je ne sais pas combien de temps j'ai passé à envoyer des factures, puis à rédiger des rapports et tout le tralala. Un outil qui pourrait vous aider, c'est un journal de temps. Et la beauté, c'est que j'en offre justement un gratuitement sur ma bibliothèque de ressources gratuites. Comme toujours, le lien se trouve dans le résumé, là, dans les show notes, donc dans le résumé de l'épisode de podcast. Vous pouvez télécharger l'outil Journal de temps quand vous êtes abonné à ma bibliothèque de ressources gratuites. Et ça, le journal de temps, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un tableau. Un beau tableau, vous allez voir, je l'ai quand même fait de beau, un beau tableau que vous allez traîner avec vous pendant quelques jours dans le but de littéralement suivre aux 15 minutes près où va votre temps. Puis là, ça peut sembler très, 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 très lourd, mais la beauté, c'est que vous allez tellement retirer de grands apprentissages de ça, puis honnêtement, ça peut sembler lourd, oui, de tracker notre temps aux 15 minutes près, mais je vous dirais que le plus lourd dans tout ça, c'est de le faire une première demi-journée, puis après ça, l'habitude s'installe, puis si on le laisse traîner près de nous, tu sais, moi, je le fais littéralement imprimer, puis je l'ai sur un genre de pad de notes là, que je traîne avec moi. Je le traîne avec moi, puis ça se fait super facilement. Puis l'idée, c'est pas d'écrire comme de 8h à 17h, je travaille. Non, c'est surtout pas ça. Le but, c'est d'aller en détail, de savoir, OK, de 8h à 9h, concrètement, si j'ai travaillé, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement comme tâche? Puis après ça, qu'est-ce qui est le fun? Puis je vous l'explique dans l'outil dans l'outil gratuit, comment on fait pour aller analyser le tout, parce que c'est bien beau de prendre ces notes-là, mais après ça, il faut aller les analyser dans le but d'aller voir, OK, comme ça n'a pas de bon sens, combien de temps dans une semaine que je passe, par exemple, à répondre à mes DM ou bien à faire telle tâche ou à faire telle tâche. Et en fonction de ce que vous allez voir qui ressort, bien là, ça peut être intéressant de se dire, OK, est-ce que ça peut s'automatiser? Si la réponse est oui, tant mieux, on peut passer à l'action. Mais sinon, c'est peut-être de se questionner justement, OK, si je passe trop de temps là-dessus, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que je peux déléguer ou ainsi de suite? Donc, cet outil-là va vous aider à identifier les bonnes tâches à automatiser, mais ça va vous aider bien au-delà de ça. C'est un outil qui peut vraiment transformer la façon dont vous gérez votre temps maintenant. Maintenant, la deuxième question et discussion en fait, que j'ai eue avec une cliente récemment dans un appel de coaching de groupe, c'était une cliente qui me disait « Comment je fais pour me sortir du dernière minute? » Puis, je trouvais tellement que c'est une réponse, en fait, que c'est une question qui touche tellement de personnes que j'avais vraiment envie de venir l'adresser ouvertement ici. La première chose, moi, en fait, comment j'ai réagi quand elle m'a posé cette question-là, ma cliente, en fait, c'est que je lui ai demandé, est-ce que tu es à l'aise avec le dernière minute? Parce que, on va se le dire, là, c'est très, très prôné et c'est même très compréhensible que le dernière minute ne soit pas à la mode. Je dirais bien que tout le monde soit dernière minute, on dirait, c'est pas considéré comme étant bien d'être à la dernière minute. Donc, que ce soit votre psychologue, votre mère, votre ami, votre collègue, votre patron, tout le monde va dire, bien, essaie de prendre de l'avance, essaie d'éviter d'être à la dernière minute parce que qu'est-ce qui arrive souvent quand on est à la dernière minute?
Pas à 100% des cas, mais souvent, ça peut créer du stress. Parfois, on va comme se presser, ce qui fait qu'on va travailler sous pression. Ça se peut qu'on travaille moins bien, ça se peut qu'on n'ait pas suffisamment de temps aussi pour accomplir la tâche. Ça fait qu'on va peut-être aussi avoir un délai, besoin d'un délai supplémentaire. Donc, clairement, sur papier, c'est vrai que dans le meilleur des mondes, on ne voudrait pas être dernière minute. Cependant, si vous êtes dernière minute, questionnez-vous à savoir si vous êtes à l'aise. Parce que, en fait, il y a deux choses qui peuvent se passer. Ça peut être positif, la dernière minute, puis ça, on n'en parle pas assez souvent, puis je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais aussi, ça peut être très négatif. Tu sais, ça peut être mal, finalement, d'être à la dernière minute. Pourquoi ça peut être mal de travailler à la dernière minute? Bien, si, par exemple, ça vous crée de l'anxiété, c'est vraiment pas positif. Si vous êtes obligé de passer une nuit blanche pour livrer un projet X, que vous aviez un délai précis qui se repoussait pas, puis que c'est ça, vous êtes obligé de travailler de nuit, c'est vraiment pas bien, le dernière minute. Cependant, si le dernière minute fait en sorte que vous agissez, en fait, que vous accomplissez la tâche avec une plus grande rapidité que si vous aviez beaucoup de temps, je trouve que c'est positif. Ça peut être aussi positif la dernière minute si vous êtes capable de rendre de la qualité sans perdre du temps et tout en ayant un sentiment de satisfaction. Donc, où est-ce que je veux m'en aller ici? C'est que si vous voulez vous sortir du dernière minute, c'est bien. Il y a un paquet de trucs sur le podcast 168 heures que j'explique dans tous les précédents épisodes que vous pouvez mettre en application. Mais si vous êtes à l'aise avec le dernière minute, ça peut être intéressant aussi de choisir les projets ou les tâches sur lesquels vous allez vous permettre d'être à la dernière minute. Je vais vous donner des exemples concrets dans quelques instants. Dans le fond, moi, en fait, j'allais dire je prône, j'ai envie de parler au passé, je prônais peut-être, bref, vous allez comprendre, là. C'est comme si moi, j'ai toujours prôné d'être à l'avance et j'ai toujours eu de la facilité à aller, à être en avance dans mes tâches. Cependant, même si je suis la planificatrice, puis même si je donnais plein de conseils et même si je connaissais tous les conseils possibles pour prendre de l'avance, j'ai pris conscience à travers les dernières années que certaines tâches que j'arrivais juste pas à prendre de l'avance, puis je me suis beaucoup questionnée à ce sujet-là. Donc, tu sais, je suis souvent ma propre étude de cas, hein? Ce qui fait que ça m'amène finalement à changer d'un fois un peu ma façon de penser parce que j'évolue à travers les années. Puis, par exemple, ma comptabilité, je me rendais compte que j'étais complètement incapable de prendre de l'avance sur la comptabilité, puis je sais que je donne volontairement cet exemple-là parce que combien de personnes vivent la difficulté à être à jour dans leur comptabilité et que ce soit votre comptabilité personnelle ou professionnelle, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va arriver à la période des impôts, comme on est en ce moment, là, puis là, tout le monde va se dire, bon, je dois me taper mon anneau complet d'impôts, puis ça me tente pas, puis ça va me prendre une semaine, puis ça sera pas une semaine agréable, et ainsi de suite. Je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu vraiment longtemps. Mais je me disais, pourquoi, si j'essaie d'appliquer mes conseils pour prendre de l'avance sur cette tâche-là, ça fonctionne pas? Puis en fait, j'ai juste compris finalement que c'était impossible d'être capable de prendre d'avance sur 100% des tâches. Point. Je suis capable de prendre d'avance sur un paquet de choses, mais ma comptabilité, j'ai arrêté de me battre avec ça. J'ai essayé pendant comme au moins 2 ans, mois après mois, ça ne fonctionnait pas. Donc moi, pour la comptabilité, je le sais maintenant que je n'arrive pas à prendre de l'avance. Donc, étant donné que j'avais quand même pas envie de me taper une semaine complète de comptabilité à la période des impôts, étant donné que pour moi, c'était important, que je savais que j'allais vivre avec une meilleure paix d'esprit si je faisais ma comptabilité à tous les mois, j'ai eu besoin d'un partenaire de responsabilisation. Et qui est devenu mon partenaire de responsabilisation là-dedans? Bien, moi, de mon côté, c'est ma comptable. Ma comptable, elle l'attend pour une date précise à tous les mois que je lui envoie mes chiffres, puis si je lui envoie pas, elle va m'envoyer un courriel. Donc, juste ça, le fait de savoir que j'ai quelqu'un qui attend après moi pour une tâche précise, ça fait en sorte que je passe à l'action. Parce que ma comptabilité, à l'exception de la fin de l'année où je dois faire mes impôts, c'est jamais urgent. C'est jamais urgent. Mais là, le fait de savoir que quelqu'un qui attend après, puis qu'elle a du travail à faire après ça, c'est là que ça va aller créer une urgence. Donc ça, ici, le dernière minute, pour moi, ça me convient. Mais en même temps, juste pour vous faire comprendre, là, je vais dire un peu des chiffres dans les airs, là, mais si ma comptable attend pour le 5 du mois ma comptabilité du mois précédent, je ne vais pas commencer à travailler là-dessus 15 jours avant. Là. Je vais le faire juste la veille parce que je le sais que la comptabilité, c'est pas quelque chose qui me motive et je sais que si je le mets 5, 6, 7 jours en avance, je sais que je vais procrastiner. Donc, sachant ceci, je planifie en conséquence, en fait, puis en connaissance de cause. Autre chose aussi, un autre exemple complètement différent que je vais vous donner par rapport aux dernières minutes, quand je vous disais justement qu'il y a certaines tâches par moment qu'on sait qu'on va les faire à la dernière minute. Un autre exemple de mon côté,
c'est quand je monte des présentations. Comme par exemple, quand je fais des webinaires en ligne, quand je fais des conférences dans des entreprises ou des trucs comme ça, je dois monter des diapositives. Donc, je monte des visuels, je monte mon contenu et tout ça. Et étant donné que je connais toujours mes dates très, très en avance, moi, j'essaie toujours comme de préparer ce contenu-là en avance pour que ce soit final, que ce soit un petit peu débarrassé, entre guillemets, de mon esprit pour que je sache que c'est fait, que c'est derrière moi, mais je n'y arrivais jamais parce que pour vrai, je pourrais facilement créer mes contenus pour des choses comme ça, minimum 1 mois en avance. Mais je n'y arrivais jamais, je le faisais toujours comme la semaine, tu sais, la semaine de l'événement, là, comme quelques jours avant, et je vivais beaucoup de frustration parce que je le planifiais 1 mois d'avance et pendant 3 semaines complètes, je vivais avec le sentiment de culpabilité parce que je repoussais toujours. Donc, non seulement je n'avais pas envie de le faire, donc je procrastinais, mais en plus de ça, je vivais avec le sentiment de culpabilité, ce qui fait que pendant 3 longues semaines, j'étais habitée par une insatisfaction de moi-même. J'avais l'impression que j'étais pas bonne, que j'étais pas assez, j'avais un beau discours pas très élogieux à mon égard, tout simplement parce que je n'étais pas capable d'accomplir une tâche que j'avais planifiée. Maintenant que je comprends que ce type de tâche-là, soit la création de contenu pour des présentations que je fais en ligne ou dans des entreprises, que je le sais que je performe mieux à la dernière minute pour ces tâches-là, maintenant, je ne les planifie plus à l'avance. Ce genre de tâches-là, je planifie ça à peu près 3 à 4 jours maximum avant, ce qui fait que les 3 semaines avant, je suis super bien, j'ai pas d'émotions négatives, puis ensuite de ça, quand vient la date qu'on est 3-4 jours en avance, ben là, go, je le fais, je suis super efficace, je suis super satisfaite de ce qui sort de là, je sais que j'ai une période un petit peu plus serrée à faire, mais pour moi, ça me convient. Le seul danger avec le dernière minute, c'est que si vous êtes toujours dernière minute sur comme 85% de vos tâches, là, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez vivre l'anxiété, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un débordement, que vous allez peut-être devoir malheureusement travailler de nuit, mais moi, de mon côté, c'est pas la majorité de mes tâches que je préfère garder à la dernière minute, c'est seulement certaines d'entre elles. Donc, pour récapituler un petit peu cette question-là que j'ai eue avec une de mes clientes, questionnez-vous à savoir si vous êtes à l'aise avec le dernière minute et en fonction de la réponse, essayez de voir c'est quoi les tâches ou les projets que vous préférez, que vous aimeriez en fait garder dans le dernière minute ou bien que vous êtes à l'aise de garder dans le dernière minute. Et en ayant ces réponses-là, bien là, vous allez pouvoir planifier en conséquence. Voilà. Maintenant, j'ai une question en fait qui va être à 2 volets, OK? Donc, la question officielle qu'on m'a posée en coaching de groupe, c'est que ça a un petit peu évolué justement parce que j'avais une discussion avec ma cliente, c'est que ma cliente me disait que la planification stratégique ou bien que la planification à long terme, ça lui faisait peur. Et moi, je lui ai demandé, bien, qu'est-ce qui fait que ça te fait peur? Puis elle m'a répondu 2 choses, puis je vais vraiment aller les explorer avec vous en détail. La première chose qu'il lui a dit de pourquoi, en fait, la planification à long terme, ça lui faisait peur, en fait, c'est qu'elle m'a dit « J'ai peur que ça n'arrive pas. Tu sais, j'ai peur de planifier des choses qui n'arriveront pas, tu sais, que je ne ferai pas. Et si je ne réalise pas les choses que je planifie sur le long terme, bien, je vais le voir comme un échec. » Et ça m'a tellement parlé parce que c'est vrai, tu sais, il faut dire que je travaille principalement avec des femmes dans mon service d'accompagnement, tu sais, qui ont un souci très élevé de leur performance, qui veulent... c'est des high achievers, vraiment, là, mes clientes, puis j'adore travailler avec une clientèle comme celle-là parce que je pense que j'en suis une aussi à la base, je me reconnais beaucoup en elle. Et puis, je le sais que de planifier, ça peut parfois devenir paralysant. Puis ça peut devenir paralysant, puis justement, il y a plusieurs cas là, que je vois avec mes clientes parce que quand on est rendu à planifier, on peut avoir peur pour différentes choses. On peut avoir peur de juste voir tout ce qu'on a à faire. Tu sais, quand c'est dans notre tête, on ne le voit pas, mais quand on le planifie, on le voit, puis on a peur d'avoir peur finalement. Il y a aussi d'autres choses que mes clientes que je vois beaucoup à travers la planification, c'est qu'elles ont peur de planifier parce qu'elles ont peur de devoir enlever des projets dans leur assiette. Et elles ne veulent pas. Parce qu'encore une fois, quand c'est dans leur tête, c'est pas 100% clair. Elles savent qu'elles en ont trop, mais au moins, elles peuvent les garder parce qu'elles ne les voient pas. Mais le fait de voir la quantité, le volume de choses à faire, des fois, ça demande de faire un choix puis de dire, ben là, ça, non, malheureusement, ça rentrera pas. Mais tu sais, quand on a envie de tout faire, quand on est multipassionné, quand on veut tout réaliser, comme maintenant, cette année, ben ça peut faire peur de planifier parce qu'on sait que ça va nous pousser à prendre des décisions qu'on n'a peut-être pas dans le moment présent envie de prendre. Soit de mettre, par exemple, des projets de côté. J'ai aussi des clientes parfois qui ont peur de planifier des choses justement parce qu'elles se disent « je vais peut-être pas les réaliser puis ça va me créer un sentiment d'échec ». Puis c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on plonge. Et puis, je veux que vous compreniez ceci. Nous sommes des êtres humains, nous évoluons constamment.
Ce qui fait que la personne que vous allez être le mois prochain est différente de la personne que vous êtes maintenant. Alors, la personne que vous allez être dans 12 mois va être vraiment différente de celle que vous êtes maintenant. Et si on parle de vraiment planification à très long terme, là, si on va dans le 5 ans, bien, la personne que vous allez être dans 5 ans ne sera tellement, mais tellement plus la même que la personne qui est en train d'écouter le podcast en ce moment. Ce qui veut dire que je veux juste normaliser ça. Je veux normaliser le fait que nous évoluons. Donc, quand on fait de la planification à long terme, c'est normal que nous ne réalisions pas 100% des choses qu'on a planifiées à la base parce qu'on évolue. Je suis la première à ne pas réaliser toutes les choses que je planifie sur le long terme et honnêtement, je me questionnerais si je réalisais 100% des choses que je me planifie sur 5 ans parce que ça voudrait comme un peu dire que j'évolue pas. Donc, voyez l'évolution, voyez le changement dans votre planification à long terme comme une confirmation de votre évolution. Et puis, gardez en tête aussi que là, je parle de planification à long terme parce que ma question de ma cliente était vraiment basée sur le long terme, donc on va y revenir, mais je veux juste ramener ça à plus petite échelle. Là. Si jamais vous vous reconnaissez ici, mais que vous vous dites « Ah, mais moi, c'est plutôt dans ma semaine ou dans mon mois que j'arrive pas à respecter qu'est-ce que je planifie. » Là, je pense que peut-être 2 petites problématiques qui seraient intéressantes à travailler. La première problématique, c'est peut-être au niveau de la gestion du temps. Peut-être que la gestion du temps n'est pas encore vraiment optimisée ou bien la gestion des imprévus. Ou peut-être que c'est un problème aussi avec la clarté parce que parfois, si on est toujours en train de changer les choses qu'on planifie dans notre semaine ou dans notre mois, donc dans le plus court terme, ça se peut que c'est parce qu'on manque de clarté. De clarté par rapport à ce qu'on a à faire concrètement dans le cadre de notre travail ou peut-être de clarté par rapport à où est-ce qu'on veut s'en aller dans le fond. Donc, si je reviens à la planification un petit peu plus high level, là, à long terme, l'idée, c'est vraiment de ne pas surcharger votre planification, notamment parce que l'idée, c'est d'être capable de respirer à travers cette vie-là et aussi pour pouvoir y ajouter des éléments en cours de route si vous voulez en ajouter ou bien tout simplement d'en enlever. Puis je vais vous donner un exemple très personnel à moi. Au moment d'enregistrer cet épisode-ci, nous sommes en mars, j'ai fait une planification, moi, de mon année en janvier. Et j'ai déjà ajouté des choses dans mon planning. Et je n'aurais pas été en mesure d'ajouter des choses, des nouveaux projets, si j'avais trop surchargé ma planification. Là, je vous ai parlé d'une planification comme sur 12 mois, ma planification annuelle, mais si on va à une planification qui est un petit peu plus à long terme, ça aussi, là, je ne m'assure pas mes mois ne sont pas cannés pendant 5 ans. Là. Au contraire, là, c'est juste que j'ai des idées globales qui sont mises sur une ligne du temps et qui me permettent de savoir un peu la direction que je vais prendre, mais c'est pas minuté et planifié à la journée près, là. Au contraire. Je veux aussi que vous sachiez que c'est correct, c'est normal, c'est même bien de ne pas suivre le plan à la lettre. Puis je veux le mettre ici, je veux le normaliser, je veux le nommer parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui voient la planification comme étant quelque chose de rigide. Si ça fait suffisamment longtemps que vous êtes dans mon univers et que vous me connaissez, je pense que vous comprenez que je prône la planification flexible. Mais si vous êtes peut-être plus nouvelle ou nouveau dans mon univers, eh bien, sachez que je suis contre la planification rigide. Je vais le dire, là, je suis vraiment contre, mais il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui sont confortables dans une certaine rigidité, puis c'est correct si vous avez besoin de ça pour vous sécuriser. Cependant, je pense que dans le contenu que je livre et surtout dans ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, on va vraiment plus s'en aller du côté de la flexibilité. Puis parfois, peut-être que ça fait du sens, ce que je dis, soit de prévoir une planification à long terme qui est flexible, mais des fois, pour rendre le tout plus concret, j'aime ça présenter comme des analogies, puis là, je vais vous en expliquer une, OK? Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup voir la planification comme une route, comme un chemin qu'on trace, parce que la planification, c'est on planifie, que ce soit notre vie, que ce soit un projet, c'est on trace quelque chose avec une destination finale. Alors, imaginez que vous voulez, par exemple, aller à Miami, mais qu'on part de Montréal. Puis j'ai donné exactement cette analogie-là à ma cliente, donc si elle m'écoute, je te salue. Et puis, on veut partir de Montréal, on veut s'en aller en voiture à Miami. Donc, mettons qu'on ne veut pas faire un voyage de cinglé non plus, on va prévoir au moins 2 journées, le temps qu'on puisse s'arrêter à différents endroits, peut-être profiter un petit peu du paysage et également prendre le temps d'avoir une bonne nuit de sommeil dans un hôtel et tout. Donc, on va se dire que c'est un bon 2 jours de route. Et on pourrait dire en avance, OK, je vais planifier mon trajet pour m'en aller à Miami, puis je vais m'arrêter à telle sortie pour aller à la salle de bain, telle sortie pour aller dîner, telle sortie pour me reposer, me dégourdir les jambes et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça. Mais c'est aussi possible que pendant la route, là, ça se peut que finalement, là, vous n'aviez pas envie d'aller à la salle de bain à la sortie précise que vous aviez prévu faire. Et peut-être qu'en cours de route, peut-être à la fonction, parce que des fois, on va peut-être avoir un petit peu d'avance ou un petit peu de retard aussi sur notre planning de route. Peut-être qu'on va se dire, hey, finalement, cette sortie-là elle m'intéresse. Il me semble que là, présentement, j'ai envie de me dégourdir les jambes, mais pas dans 2 heures comme je l'avais prévu. Donc, peut-être que vous allez les choisir de suivre un peu votre instinct puis de dire, je vais prendre cette sortie-là, même si c'était pas prévu. Donc,
si vous comprenez bien ici, tu sais, c'est correct de ne pas suivre à la lettre l'itinéraire. Ce qui pourrait être en fait problématique, ce qui deviendrait problématique, c'est si vous ne suivez pas l'itinéraire et que vous prenez toujours des détours de 250 km, là, ce qui fait que ça va prendre 6 jours au lieu de 2 jours de vous rendre à Miami. Mais si vous prenez la prochaine sortie au lieu de la précédente pour aller faire exactement la même chose, au final, c'est correct. Donc, moi, je vois vraiment, vraiment pas un problème quand on change un petit peu les décisions qu'on avait au préalable choisies. C'est normal parce que, encore, si je reviens avec l'analogie, vous avez, tu sais, votre objectif, c'est encore de vous rendre à Miami. Là, ça n'a pas changé. Puis vous n'avez pas oublié la destination finale, c'est juste que vous avez fait des petites décisions, des petits choix différents en cours de route et c'est correct. Maintenant, je reviens à la question initiale de ma cliente, quand elle me disait que la planification stratégique et la planification à long terme, ça lui faisait peur. Je vous disais qu'il y avait 2 volets. On explorait le premier volet où on regardait en fait le fait que finalement ce n'est pas un échec si on ne réalise pas tout ce qu'on a planifié sur le long terme. Mais le deuxième volet, en fait, c'est ma cliente me disait « J'ai peur de faire des choix ». Notamment parce qu'elle me disait qu'elle était comme dans un genre de mindset de manque. Elle disait, j'ai comme peur de manquer des opportunités, de manquer de ci, de manquer de ça, ce qui fait que je dis oui à tout. La planification à long terme, ça me fait peur parce que je sais que je vais avoir à faire des choix. Si je peux vous rassurer ici, c'est que la planification à long terme va justement vous aider à voir plus clair, ce qui veut dire que ça va grandement faciliter la prise de décision. Donc, qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est que ma cliente résistait à faire sa planification sur le long terme par peur de faire des choix, mais au final, c'est cette planification à long terme-là qui va lui faciliter la prise de décision qu'elle va avoir à faire. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça, je l'explique vraiment souvent à mes clientes, et puis le programme Croissance est vraiment bâti de cette façon à les faire cheminer en ce sens, mais avant d'aller planifier, c'est super, super important d'aller clarifier. Il faut aller clarifier, oui, qu'est-ce qu'on a à faire dans le présent, c'est quoi nos projets actuels, mais aussi, il faut clarifier la destination future. Tu sais, pour prendre mon analogie précédente, on s'en allait à Miami. Si vous voulez vous rendre finalement... je sais pas, moi, en Arizona, ben là, c'est dans un autre état qui est complètement à l'opposé, donc vous allez vraiment pas vous rendre dans la même direction. Donc, les tâches, les projets qui vont vous mener à Miami ou bien, tu sais, en Arizona, peu importe la ville, ben en fait, ça va être des actions qui sont différentes, d'où l'importance d'aller clarifier le tout avant. Parce que lorsqu'on ne prend pas le temps de clarifier, puis là, je sais qu'on est dans une ère, dans une société où on manque continuellement de temps, ce qui fait que peut-être que ce que je dis fait du sens avec vous, peut-être que vous dites oui, c'est vrai qu'il faudrait que je clarifie, mais j'ai pas le temps de clarifier. Donc, on peut souvent vouloir passer par-dessus ça. Parce que quand on est en train de clarifier, on n'a pas nécessairement l'impression qu'on est en train de faire une tâche. Mais si vous ne clarifiez pas, si vous ne prenez pas ce temps-là pour vous, pour aller clarifier tant votre futur que votre présent, eh bien, vous allez toujours rester dans une planification qui est superficielle. Et qu'est-ce qui arrive avec une planification superficielle? C'est qu'on avance. Et puis, soit qu'on n'a jamais l'impression de se sentir accompli, on n'a jamais l'impression vraiment de se réaliser dans notre avancement, ou bien la planification va juste pas fonctionner, puis là, on va se dire, ben ça y est, je suis pas bonne pour planifier, ou comme la planification, ça marche pas pour moi. Ça, je l'ai entendu tellement, mais tellement de fois, puis souvent, c'était juste parce que la personne n'avait pas clarifié avant où est-ce qu'elle voulait s'en aller, puis concrètement, qu'est-ce qu'elle avait à faire. Également, pour prendre... des décisions en lien avec notre planification à long terme. Tu sais, je veux dire, ça peut être intimidant de dire « OK, je me vois dans le futur, à un futur plus long terme ». Puis là, quand je parle de long terme, juste pour que vous le sachiez, je fais souvent allusion à 3 à 5 ans. Cependant, peut-être que pour vous, 12 mois, c'est déjà du très long terme, puis c'est correct aussi, là, vous pouvez y aller à plus petite échelle. Mais quand on veut planifier sur le long terme, que ce soit 12 mois ou 5 ans, il faut prendre des décisions. Mais pour arriver à prendre ces décisions-là, je pense qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit qui va aller supporter cette prise de décision-là. Parce que pour faire une planification à long terme, n'essayez pas de faire ça un après-midi sur le coin de votre bureau. Vous n'allez clairement pas aller dans la profondeur requise pour aller planifier quelque chose qui va vraiment être aligné avec vos aspirations profondes. Donc, il faut vraiment se trouver un peu dans un mindset de croissance et il faut au préalable aussi avoir travaillé un minimum sur notre clarté, sur votre clarté en fait. Je veux juste vous rappeler encore une fois que le bootcamp qui va avoir lieu du 8 au 10 avril prochain, je vais justement aborder ça. Je veux dire, le bootcamp se nomme Organisation et mindset de croissance. Je vous parle de planification également dans le bootcamp. Et là, comme on est vraiment en train de parler de l'importance d'être dans un bon mindset pour aller clarifier où est-ce qu'on veut s'en aller puis faire notre planification à long terme. Donc, si jamais vous n'avez aucune idée c'est quoi le mindset de croissance ou si vous avez au contraire l'impression que vous en avez de besoin, dans les deux cas, inscrivez-vous au bootcamp. Je pense que vous allez être plus que servi et que vous allez vraiment ressortir motivé à faire une planification à plus grande échelle si tel est votre souhait. Maintenant, j'ai envie de terminer avec une 5e conversation que j'ai eue avec une cliente récemment.
Et c'était super intéressant, puis je suis certaine que ça va résonner avec un paquet d'entre vous. Et elle me disait, en fait, elle me demandait, Émilie, comment on fait pour vivre avec le fait qu'on ne pourra pas tout faire ce qu'on veut dans la vie et qu'on ne pourra pas réaliser toutes nos aspirations et nos rêves? Je ne sais pas quel genre de personne vous êtes, mais moi, mes clientes sont tellement, c'est des visionnaires, c'est des femmes d'ambition, c'est des femmes qui ont pas juste des petits rêves, ils ont des méchants gros rêves, puis Moi, mon rôle, finalement, c'est de leur aider à faire de la place dans leur horaire pour que ces rêves-là se réalisent. Moi, c'est de les aider à clarifier c'est quoi les différentes étapes pour que ces rêves-là deviennent des réalités, puis que ça arrête de devenir des rêves, finalement, et que ça se manifeste, finalement, dans le réel, dans leur vie présente, puis qu'elles le vivent réellement. Mais, justement, quand on est entouré de personnes qui ont plusieurs ambitions, à un moment donné, on se rend compte que l'être humain, en tout cas pour l'instant, ne vit pas jusqu'à 2500 ans, ce qui fait qu'on a des choix, à un moment donné, à faire. Et je pense qu'il faut le nommer, je pense qu'il faut parfois accepter qu'il y a comme un certain deuil qui vient avec le fait de ne pas pouvoir tout faire, ou sinon, un genre de deuil de constater que ça se passe peut-être pas, par exemple, la vie adulte exactement comme on se l'était imaginé, ou notre vie professionnelle ne se déroule peut-être pas exactement comme dans un film. C'est correct, je pense, de prendre conscience qu'il y a un deuil à ça. Puis, en même temps, j'ai aussi envie d'aller ailleurs. Tu sais, je ne veux pas vous dire ici qu'il faut que vous fassiez le deuil, que vous n'allez pas nécessairement pouvoir tout faire, parce que j'ai aucune idée de la quantité de choses que vous allez faire. Puis parfois, le pire frein, le pire obstacle à nos réalisations, c'est pas le temps, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on va se dire, ben là, je suis rendue trop vieille, ou je peux pas faire ça, j'ai des enfants, je peux pas retourner à l'école, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc, souvent, le frein, l'obstacle principal, justement, à nos ambitions ou à la quantité des ambitions, c'est ça, c'est pas nécessairement le temps, c'est souvent nous-mêmes. Puis c'est pas nécessairement la quantité aussi, puis c'est encore très souvent nous-mêmes. Et moi, ce que je répète souvent à mes clientes, c'est que c'est possible de tout faire, mais on peut juste pas tout faire en même temps. Puis justement, pour aider ma cliente, parce qu'elle me donnait vraiment des exemples concrets de choses qu'elle aimerait réaliser et tout, je lui avais donné un genre de petit exercice à faire, puis je vous le dis parce que ça peut peut-être vous aider de votre côté à clarifier le tout. Ce serait de peut-être identifier, ce serait quoi mes 5, mettons je dis 5, là, ça pourrait être entre 3 et 5 non négociables, mes 3 à 5 projets, rêves qui sont non négociables, du genre où si je suis sur mon lit de mort et que je ne les ai pas réalisés, ça va vraiment, vraiment être décevant. Puis le but, c'est pas de se rendre, de finir avec un sentiment d'échec sur notre lit de mort, vraiment pas. Mais je vous pose cette question-là un peu dans le but de vous motiver à trouver les bons éléments. Parce que parfois, on va vouloir réaliser 150 choses, puis tant mieux si vous pouvez le réaliser. Mais au final, c'est quoi les éléments, c'est quoi les rêves, c'est quoi les ambitions qui ont vraiment réellement du poids dans notre vie? C'est quoi les choses que si on ne les réalise pas, qu'on serait déçu? Ou bien à l'inverse, c'est quoi les choses que vous n'allez pas vous autoriser à laisser tomber? C'est quoi les rêves que vous allez vraiment que vous n'allez juste pas vous laisser décourager pour ne pas les faire? Donc, ça m'a beaucoup inspiré, moi, de travailler avec ça. Moi, je travaillais beaucoup avec les 5 grands rêves de vie parce que j'ai lu le livre sur ce sujet qui s'appelle « Les 5 grands rêves de vie ». C'est l'auteur des livres Le Why Café, donc il s'appelle, il me semble, John P. Strzelecki. Puis, il a vraiment écrit un livre sur les 5 grands rêves de vie, mais malgré le fait que c'est un excellent livre, moi, j'ai vraiment comme compris le concept vraiment des 5 grands rêves de vie dans le livre « Le Safari de la vie », que je parle vraiment souvent. C'est vraiment, je pense, c'est mon livre coup de cœur. Quand les gens me demandent c'est quoi ton meilleur livre que tu lis, je dis celui-là. Je dis le Safari de la vie, notamment parce que j'ai retenu les 5 grands rêves de vie. Alors, appelez ça des non négociables, appelez ça des grands rêves de vie, mais questionnez-vous, c'est quoi les 5 éléments, les 5 grands rêves que vous n'allez pas vous autoriser à abandonner d'ici la fin de vos jours, et ça pourrait être intéressant de focusser et de prioriser ceux-là. Aussi, qu'est-ce que j'ai répondu à ma cliente? Parce que justement, elle me donnait vraiment la liste de toutes les ambitions, tous les rêves qu'elle avait. Puis, tu sais, il y avait des choses que ça faisait des années qu'elle aspirait faire. Puis, je lui ai dit, tu sais, les rêves là, que tu viens de me nommer, ils servent qui, ces rêves-là? Est-ce qu'ils servent la toi du présent? Ou s'ils servent l'enfant que tu étais avant? Ou bien s'ils servent comme la future toi, la future self? Parce que parfois, on peut avoir des rêves d'enfant ou on peut avoir des rêves qu'on avait il n'y a pas plus tard que 5 ans. Puis, on va comme des fois vouloir les réaliser parce que ça a toujours été un rêve. Mais à un moment donné, ça se peut que, comme je vous le disais précédemment dans l'épisode, on évolue. Donc, c'est bien beau de vouloir réaliser un rêve de petite fille, mais si finalement vous avez tellement évolué que ce rêve-là ne fait plus de sens,
c'est correct de le laisser tomber. Puis tu sais, c'est peut-être là le deuil à faire. C'est peut-être là le deuil de se dire, bien, mon rêve de petite fille qui était de devenir, là, je dis n'importe quoi, mais de devenir chanteuse ou de devenir une danseuse professionnelle ou de devenir peu importe, bien, j'ai évolué, puis finalement, c'est plus aligné avec qui je suis. Genre, je n'en ressens plus le besoin, je ne veux plus nécessairement être cette personne-là. Donc, là, il y a peut-être le deuil du rêve de la petite fille à faire, mais au final, c'est pas un échec parce que vous avez évolué. Cependant, si votre rêve de petite fille, là, de devenir, peu importe c'est quoi, là, de devenir vétérinaire, de devenir chanteuse, est encore présent 30, 40, 50 ans plus tard, là, je pense qu'il faut y accorder de l'attention. Il faut y accorder de l'attention, puis il faut voir, OK, comment est-ce que je peux nourrir ce rêve-là dans le moment présent? Ou comment est-ce que je peux littéralement transformer ma vie dans le but de littéralement vivre ce rêve-là. Donc, questionnez-vous justement dans les choses que vous voulez réaliser, à savoir, ça sert qui? Est-ce que c'est votre passé, votre présent ou votre futur? Et idéalement, on va vouloir miser sur les rêves qui vont aller servir notre présent finalement et potentiellement notre futur aussi. Puis, pourquoi je vous dis tout ça en fait? C'est parce que si jamais vous êtes toujours en train de travailler sur des rêves qui sont alignés avec votre passé, le danger, c'est que vous allez travailler sur ces rêves-là, puis comme le pendant, là, le processus de réalisation du rêve, vous n'allez vraiment pas vivre une aussi belle satisfaction que si vous l'aviez fait dans le passé. Donc, tu sais, comme moi, il y a des choses, là, il y a 5 ans que je voulais faire, puis que j'ai choisi finalement d'enlever, que je ne veux plus faire parce que c'est plus aligné avec moi. Mais je sais très bien que si j'étais en train de les réaliser présentement, il y aurait comme une perte de sens, donc le pendant serait pas vraiment agréable, puis finalement, quand je l'aurais finalement coché sur ma liste, ça serait vraiment pas aussi satisfaisant que si j'avais fait quelque chose qui allait nourrir la moi du présent ou, à tout de moins, la moi du futur. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ces dernières mentions-là, mais je trouvais ça super important de vous les présenter parce que si vous écoutez le podcast 168 heures, je me doute que vous êtes peut-être en train de vous dire « j'aurai pas assez de temps pour réaliser tout ce que je veux ». Je sais que vous êtes une personne tu sais, que vous êtes des personnes super ambitieuses, super emballées par les projets, vous voulez mettre en place des choses, mais on a 24 heures dans une journée. Puis là, j'allais dire on a juste 24 heures dans une journée, mais c'est pas juste 24 heures. On a le cadeau d'avoir 24 heures qui se renouvellent à tous les jours. C'est à nous d'en faire bon usage, mais pour en faire bon usage, c'est important d'aller clarifier justement à savoir c'est quoi les rêves, les projets, les ambitions qui vont me servir maintenant et qui vont pas nécessairement nourrir la personne que j'étais auparavant. J'espère que vous avez aimé cet épisode-ci. Donc, je vous ai vraiment amené un peu en arrière-scène de qu'est-ce qui se passe un peu dans les coachings de groupe de la planificatrice quand on est cliente du programme d'accompagnement croissance. Je vous rappelle que si vous avez aimé ça, je vais vraiment vous donner, en fait, l'expérience, je vous dirais, qui se rapproche le plus de mon service d'accompagnement personnalisé. C'est vraiment le bootcamp organisation et mindset de croissance. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Et en plus de ça, comme je vous disais en introduction, si jamais vous aimeriez me poser vos questions, si vous aimeriez avoir cette proximité-là avec moi et que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à faire le saut avec le service d'accompagnement personnalisé croissance, il y a un espace VIP. Donc, quand vous vous inscrivez pour le bootcamp, une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir l'option justement d'aller upgrader, si on peut dire, votre expérience du bootcamp en ayant un 3 jours supplémentaire avec moi où vous allez vraiment pouvoir me poser les questions. Donc, vraiment, je vous invite à aller explorer le tout. Il y a un frais pour ça, mais c'est vraiment un investissement. C'est vraiment un prix d'amis pour vous donner une proximité à moi et à mes conseils. Et puis, vous allez, en plus de ça, avoir accès à une communauté de haut niveau, une communauté de votre calibre où vous allez pouvoir échanger. Donc, on va faire aussi des ateliers en sous-groupe. Donc, c'est 3 belles heures qu'on va passer ensemble pour vraiment vous permettre d'aller encore plus en profondeur dans votre quête de mindset de croissance et d'organisation pour que vous puissiez vraiment démarrer et poursuivre le printemps avec une motivation puis une vitesse vraiment intéressante. Et puis voilà, donc tous les détails pour vous inscrire au bootcamp, c'est juste en dessous. Si jamais vous êtes intéressé par mon service d'accompagnement, que vous aimeriez aux 2 semaines avoir des conversations comme ça avec moi et avoir une proximité avec moi vraiment aux 2 semaines, le programme d'accompagnement croissance est là pour ça. Je vais aussi mettre le lien dans les show notes si jamais vous voulez découvrir le programme ou si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour un appel découverte. C'est sans engagement, c'est gratuit, puis j'aime beaucoup ça, connecter avec vous puis savoir comment concrètement je peux vous aider. Mais là, je vais vous teaser, là. Dans le fond, à la fin du bootcamp, donc le 10 avril, pour celles qui sont au bootcamp, je vais vous l'annoncer à la fin du bootcamp. Pour celles qui ne seront pas inscrites, vous allez recevoir un courriel de ma part en après-midi le 10 avril. Mais je vais faire
il y a vraiment quelque chose de gros et de nouveau qui va venir se rattacher au programme Croissance. Puis ça va être vraiment exclusif pour les personnes qui vont s'inscrire seulement entre le 10 et le 17 avril. Donc, si jamais ça fait un petit moment que vous pensez au programme Croissance, puis vous ne savez pas si vous êtes prête, si vous ne savez pas si c'est le bon moment, vous ne savez pas si c'est le bon timing, quoi que ce soit, bien, restez à l'affût parce que j'ai vraiment une super grande annonce à faire en lien avec le programme Croissance. Ça va être dévoilé à la fin du bootcamp le 10 avril et sinon dans votre boîte courriel si jamais vous n'êtes pas là. Mais je pense que, en tout cas, je suis tellement motivée. C'est quelque chose que j'ai jamais fait encore. C'est quelque chose qui était justement dans mes rêves et comme c'était vraiment aligné avec la moi du présent, j'ai juste eu envie de dire go, je le fais maintenant. Donc, je vous en dis pas plus. J'ai super hâte de vous le présenter le tout. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une super belle journée, une belle semaine et j'ai très hâte de vous voir au bootcamp pour les personnes qui vont être avec moi. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!